Bonjour à tous et bienvenue sur Droit de réponse. Ce dimanche, nous posons notre attention sur trois sujets principaux, sujets que nous tenterons de décrypter sans prétention pour améliorer votre compréhension à la maison. Et justement, parlant de ces sujets-là, le premier a des relents fortement économiques. Il s'agit de la rencontre extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenue en début de semaine dernière. On était à N'Djamena au Tchad. On va lever notamment un pan de voile sur les non-dits de cette rencontre-là. Ensuite, on va s'intéresser à la rentrée parlementaire de novembre qui pourrait s'ouvrir la semaine prochaine. Elle intervient à un moment de crise exacerbée par des revendications qui nous viennent du nord-ouest et du sud-ouest. Et enfin, ça c'est le dernier sujet, nous questionnerons la force des LECAM à un moment où la puissance des commissions électorales des pays tels que le Libéria et le Kenya se sont fait ressentir au cours de leur présidentielle. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Flavien Valondongo pour la revue de la presse. Bonjour Flavien. Bonjour Kédiara, bonjour à tous les invités. Bienvenue. Merci. Nous sommes dimanche. Oui. Et voilà donc la presse s'est intéressée à plusieurs sujets, entre autres les sujets que vous avez évoqués à l'entame de ce programme. D'ailleurs, voyez-vous, parlant notamment du sommet de la CEMAC, on l'a vu avec Cameroun Tribune qui annonçait déjà, selon comme d'autres tabloïds, qu'il y avait le chef de l'État qui prenait part à cette rencontre. C'était un peu comme une surprise pour certains journaux camerounais. Donc enfin, Paul Biya, N'Djamena, mettait donc à la une Cameroun Tribune. Donc pour ce journal, en mettant donc cette une, Cameroun Tribune n'a pas manqué de préciser que Paul Biya répondait ainsi donc à l'invitation du président tchadien Idriss Déby, qui, selon le quotidien gouvernemental, avait quelques jours donc auparavant envoyé son émissaire pour remettre un plus fermé au chef de l'État. Le chef de l'État camerounais qui a donc attiré l'attention des médias locaux n'est pas allé à N'Djamena seul. Son épouse et quelques membres du gouvernement l'ont donc accompagné à ce grand rendez-vous. Dans cette mouvance, Camer Presse cherchait simplement à savoir qui bloque encore la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC. Le journal, qui ne répond pas à sa propre question, s'est simplement très contenté d'expliquer donc la nécessité de voir s'ouvrir toutes les frontières des pays de la zone CEMAC, même si certains étaient encore restés indifférents donc au processus. Les lendemains du sommet extraordinaire de N'Djamena ont d'ailleurs donné la possibilité à la presse de faire des révélations aussi importantes, des révélations sorties notamment de ce grand rendez-vous. Dans une livraison de Cameroun Tribune, on a pu lire également que le rythme reste donc le même, celui d'implémenter l'intégration en zone CEMAC, l'amélioration des relations avec notamment le Fonds monétaire international, pour également améliorer aussi les difficultés économiques que plusieurs pays de la zone CEMAC traversent donc en ce moment, entre autres résolutions donc du sommet. Le journal L'Essentiel, qui n'a pas raté dans cette occasion, a plutôt dit que c'est une mission remplie pour Paul Biya, lui qui bénéficie désormais du siège de la bourse régionale des valeurs mobilières, tout au moins transférées des Libreville à Douala. Également donc de l'annulation de 90% des arriérés de cotisation. Et le quotidien gouvernemental de conclure que c'est une belle mission, une belle moisson en tout cas pour le chef de l'État. Mais là, la nouvelle expression qui n'est pas restée dans cette mouvance est restée également sur certaines résolutions aussi importantes qui vont permettre aux pays de la zone de la sous-région de bénéficier également, de voir aussi améliorer le quotidien des populations. On a parlé donc de tout cela dans la plupart des journaux cette semaine, c'est-à-dire question des résolutions. En conclusion, donc, il n'est pas de goût du journal L'Indépendant aujourd'hui de voir que ce sont des belles résolutions, mais lui s'est plutôt intéressé à Paul Biya qui a réussi à éblouir les Tchadiens en faisant voyager les Camerounais de l'extrême nord pour aller l'accueillir et même l'encourager durant son séjour en N'Djamena. D'aucuns pensent qu'il a donné le ton de la campagne en faisant donc venir toutes ces personnes qui sont quand même restés durant des jours, ou tout au moins un ou deux jours avant, et même après son départ de N'Djamena. Que dira, voyez-vous, parlant notamment de ce sujet, la presse n'est pas restée insensible à tous ces éléments évoqués notamment par vous et même moi au cours de cette revue. Et la presse également s'est intéressée à un autre sujet qui sera également en débat au cours de cette édition de Droit de réponse. On a parlé notamment de la session parlementaire qui s'ouvre la semaine prochaine. Et là, sur la question des attentes et même des enjeux, Mutation met donc un accent sur le budget 2018 qui va connaître donc une augmentation de 140 milliards de francs CFA selon le rédacteur de l'article lors de la première simulation
il a été démontré que l'enveloppe globale passe donc de 4 373 milliards de francs CFA à 4 513 milliards de francs CFA en 2018. Les parlementaires qui débutent d'ailleurs les travaux dès la semaine prochaine devront questionner et pour comprendre d'ailleurs les mécanismes utilisés par le gouvernement pour révéler, donc pour relever le défi qui les interpelle, notamment, l'interpeller au Cameroun notamment. Donc pour parler aussi de tout ce sujet, le messager n'est pas resté indifférent. Le projet de loi des finances proposé donc fait partie des points important enregistré dans les enjeux et attentes de la session parlementaire de novembre 2017. D'ailleurs, la recherche de la solution dans la crise anglophone qui secoue d'ailleurs le pays, ainsi que la situation de certains députés que l'on qualifie aujourd'hui de récalcitrants, qui ont d'ailleurs secoué en tout cas l'actualité ces derniers temps avec leurs sorties, multiples sorties qui ont aussi suscité des commentaires. Donc ce sont des éléments autant et bien d'autres qui vont animer la session parlementaire de novembre. Merci à vous, Flavien, pour cette revue de la presse. On va rajouter à cela, bien évidemment, ce qui s'est passé du côté du Libéria et du Kenya, là-bas, où on a remarqué la toute-puissance de leurs commissions électorales. Mais ça, bien évidemment, ce sera en dernière partie de ce programme. Bien entendu. On vous retrouve lundi sur Cadence Matinale. Merci. À présent, chers téléspectateurs, on va passer au dévoilement du panel qui m'accompagne tout au long de cette édition. On va commencer par quelqu'un que j'aime à présenter comme faisant partie des meubles. Lui, c'est Edmond Kambia. Il est journaliste à La Nouvelle Expression et il est aussi notre consultant permanent. Bonjour Edmond, bienvenue. Bonjour Kate. Je salue également les téléspectateurs fidèles de cette émission ainsi que les copanélistes qui vont avec nous débattre de l'actualité nationale et internationale qui vient d'être balayée, n'est-ce pas, par Flavien Ndongo. Et à votre suite, Edmond, on va introduire Toussaint Mboka, qui est expert en commerce et développement du secteur privé. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que vous avez été consultant pour la CEMAC. Bienvenue. Merci. Tout à fait. Disons que j'ai plutôt été à la CEMAC dans le cadre de la négociation de l'accord de partenariat économique régional. J'étais membre du Comité national de suivi des négociations du Cameroun. D'accord, c'est sur ce sujet-là justement qu'on va s'entretenir avec vous tout au long de l'émission. En parlant aussi un tout petit peu de politique, même si vous dites ne pas beaucoup aimer la politique. À votre suite, on va introduire notre troisième invité qui a beaucoup défrayé la chronique cette semaine, notamment lorsqu'on parlait d'un sujet de régulation des prises de parole dans les partis politiques. Oui, vous l'avez deviné, nous recevons le professeur Charlemagne Messanga Nyamding. Bonjour professeur, bienvenue. Bonjour à tous vos fidèles téléspectateurs. Je voudrais effectivement vous remercier pour le professionnalisme que le groupe, à la fois Nouvelle Expression et, il faut le dire, Equinox, dont vous avez fait preuve, parce que face à une grosse rumeur, comme vous l'avez dit, effectivement, certains ont laissé entendre que j'étais interdit de parole et que c'était une initiative du secrétaire général du comité central, Monsieur Jean Koueté. Et là, je vais vous donner effectivement l'opportunité de confirmer ce que vous avez écrit à la Nouvelle Expression, à l'effet de dire que c'est faux. Moi, je n'ai pas rencontré le ministre Jean Koueté depuis bientôt 8 mois. Et ce qui est choquant, je suis convaincu qu'il s'agit tout simplement d'un complot contre Jean Koueté et contre ma personne. Parce que voyez-vous, avec toutes ces crises qui ont été évoquées ici par Flavien Ndongo, il faut couper la tête à ceux qui continuent à croire que Paul Biya, c'est l'homme de la situation. Ça veut dire que vous avez encore la possibilité de parler et on va continuer à assister à vos sorties très critiques sur le système. Mais qui m'a interdit de parler, madame? Vous voyez que, et vous faites bien de le dire, en fait, je suis un militant engagé. Vous savez, je ne suis pas un militant de la conspiration. Mais vous avez raison, effectivement, de vous interroger si je pouvais continuer ou je devrais continuer à parler. Oui, je vous confirme qu'après avoir mené mes investigations, c'est quelques conspirateurs du dédain, dans mon parti, qui s'apprêtaient d'ailleurs à faire cela. Vous pourrez nous citer des noms, par exemple? Écoutez, je ne voudrais plus... parce que le chef de l'État voudrait effectivement avoir un parti fort où on pense plus qu'on est dense, où on pense plus qu'on est dans la conspiration. Mais une chose est sûre, lorsque vous avez des gens dans ce pays qui récemment vous ont dit, et ça vient du parti, et de certaines personnes bien identifiées, qui disent Paul Biya est dans le coma. Mais on a vu Paul Biya. Je crois que ce qui gêne certains,
On ne veut plus voir à côté du président de la République des personnes, effectivement, qui continuent à dire que si aujourd'hui certains dérapages se produisent, qui est la corruption, qui est le détournement de fonds, qui est tout ce qu'on a évoqué, c'est pas de la faute de Paul Biya. Or, je continue à vous dire que le verre est dans la maison. Pour preuve, je suis là. Et je peux vous dire que, au regard de mon statut, je voudrais saisir rapidement en une seconde cette opportunité pour dire encore merci au président de la République qui, bien entendu, lors d'une audience, m'a confirmé que c'est lui, et lui tout seul, qui a voulu que Ateba Yenepiou surtout et moi-même soyons au comité central. Alors ceux qui ont des larmes à pleurer, comme disait quelqu'un, les jaloux peuvent continuer à pleurer. En attendant, je suis là et je continuerai à travailler pour le président. Ils peuvent également s'acheter des mouchoirs. Ça, je suis prêt à leur en donner. D'accord. À votre suite, professeur, on va introduire également quelqu'un qui est présenté ici comme un homme politique. D'ailleurs, il est du SDF. Je parle bien sûr de monsieur Maître Lavoisier Tchapi. Bienvenue, monsieur. Bonjour. Bienvenue à vous et merci. Et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors, dans votre parti également, le SDF, on a des fois eu des sorties, et cette fois-là, c'était du NEC qui tentait de ramener de l'ordre, on va le dire, dans la tanière, parce qu'on avait observé des sorties dispersées, à la fois des personnes qui avaient été qualifiées de délinquants. Quelle est la lecture que vous avez aujourd'hui de ce qui est en train de se passer dans le RDPC? Vous savez, il y a la liberté d'expression, qui est un droit fondamental du citoyen. Et je crois que dans les partis politiques, la liberté d'expression est également quelque chose de sacré. Il est vrai qu'il y a ce que nous appelons généralement la discipline du parti. À savoir que quand le parti a pris une position officiellement sur un sujet, tout débat contraire doit se faire à l'interne. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord sur la position du parti, il faut revenir à l'intérieur du parti pour combattre cette position. D'accord. Donc, combattre la position officielle de votre parti publiquement, parfois on peut assimiler cela à l'indiscipline. Sauf si, dans le parti politique, vous n'avez plus la possibilité de vous exprimer. À ce moment, vous pouvez extérioriser le débat. Et je crois que là, vous avez la liberté d'expression qui vous couvre. D'accord. À présent, on va passer donc... Madame, avec votre permission, en une seconde. Non, je pense qu'il a raison. La discipline du parti est un principe qui permet de garantir une certaine régulation et une certaine cohésion. Mais lorsque dans un parti, vous avez des militants de la toiture, vous avez des militants engagés et vous avez des administrateurs militants, comment on peut évaluer cela? Je vous prends le cas du RDPC, mon parti. Le président de la République, je me souviens, au talk de France 24, a dit qu'on communiquait très peu. Il a dit oser. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre que un camarade comme Marafa, Hamidou Yahya, qui est membre du bureau politique, il a eu à faire des sorties catastrophiques. Alors j'ai dit, et alors catastrophiques, à l'encontre du chef et du parti? Je n'ai vu que Famandongo et quelques-uns, dont moi-même, dire non, c'est pas correct. Alors lorsque vous voyez un Pascal Messanga Nyamding, ça je veux vous dire, ce qui m'a valu un peu l'inquiétude de certaines personnes, venez dire oui, il y a un problème anglophone. Mais je le confirme, puisque c'est la position du président. Le président a porté des solutions en créant une cour, à la Cour suprême, une section anglophone. Le président de la République, évidemment, a envoyé, en créant même une commission, et où on voit à la tête de M. Mafani Moussongé sur le multiculturalisme. Et enfin, à l'ENAM, il y a une section anglophone. Alors, quand un haut responsable politique de mon rang vient dire qu'il y a un problème anglophone, c'est parce que je regarde le président de la République. Et je termine en une seconde pour vous dire que... Ça fait beaucoup de secondes. Lorsque, avec votre permission, madame, c'est bien pour les téléspectateurs de comprendre que lorsque j'ai dit dans une chaîne concurrente qu'il fallait libérer les membres de concession, c'était la vision d'un homme politique engagé. Eh bien, certains camarades, membres du bureau politique, membres du comité central, d'ailleurs, ils m'ont appelé, je me rappelle, c'était un mercredi matin, ils m'ont dit, on a quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Le président n'est pas content. Merci. Ils me l'ont dit à 13h. Merci, à 17h, le président de la République libérait les membres du concession. Là aussi, j'ai eu raison. Alors, il faut qu'on arrête un peu cette affaire-là. La discipline du parti, c'est suivre le chef qui prône la rigueur et la moralisation.
Quand on sort de cette ligne, eh bien, on n'est plus discipliné. Le message est bien passé ce dimanche, professeur. Je vous le disais donc, chers téléspectateurs, on a 3 sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour. Le premier a des relents fortement politiques. D'ailleurs, on parle de la rencontre extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui s'est déroulée à N'Djamena au Tchad. On était là à l'hôtel Radisson Blu. Et au sorti de cette rencontre-là, une série de résolutions a été prise justement pour faciliter la vie dans la sous-région. Déjà, la constatation sur l'effectivité de la libre circulation avec la prescription qui a été faite aux États qui ne sont pas encore conformés au passeport CEMAC de bien vouloir s'y mettre dans les plus brefs délais. On a également parlé de la fusion des 2 bourses, cette fusion problématique. D'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière, la Douala Stock Exchange et la bourse de valeur de l'Afrique centrale abritée à Libreville. Et donc, justement, il y a une série de résolutions qui a été prise à cet effet-là. On retient que la bourse, le siège de la bourse sera à Douala et le siège du régulateur, comme on l'avait proposé sur ce même plateau la semaine dernière, sera cette fois-là à Libreville. Et on a également parlé du renouvellement de l'instance dirigeante, notamment avec la nouvelle commission Daniel Ona Ondo, commission dans laquelle on retrouve 4 Camerounais, dont 2 à des postes de responsabilité. On en parlera également. On va donc s'arrêter là pour les résolutions qui ont été prises, le temps d'introduire notre économiste du panel, Toussaint Mboka. Je vous lance avec cette question. Au regard de la série de résolutions qui a été prise lors de ce sommet extraordinaire de chefs d'État de la CEMAC, que pouvons-nous faire comme lecture aujourd'hui de cette sortie et surtout de la libre circulation de façon générale dans la sous-région? La libre circulation est une bonne chose, mais en fait, elle n'est pas nouvelle. C'est depuis 2005 que nous en parlons. Il était question qu'elle soit mise en œuvre en 2013. Ça n'a pas été le cas. En acte en 2017. Bon, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de changements parce que il n'y aura pas une révolution au niveau des frontières, tout simplement parce que les pays qui posaient les problèmes avec lesquels le Cameroun avait du mal, et c'est pour ça que plusieurs fois le Cameroun a exercé la réciprocité, c'est parce que le Cameroun ouvrait et se rendait compte que ce n'était pas suivi, donc il adoptait une position réciproque. Donc le seul problème, c'est que nous nous posons la question de l'applicabilité. Parce que le fait de prendre des textes est une bonne chose, c'est pas nouveau dans la sous-région. Maintenant, si la condition c'est de pouvoir avoir un passeport biométrique et que à la limite il faille que les postes de contrôle soient équipés de matériel par Interpol, ça peut peut-être prendre du temps. Donc, j'ai eu l'impression que ça partait un peu dans tous les sens parce que on parlait de carte d'identité par-ci par-là, etc. Pour le moment, officiellement, il faut un passeport biométrique. Mais je pense que les questions de la CEMAC ne se résument pas à des questions de tourisme, parce que pour le moment, il s'agit de séjour de 90 jours. Il n'est pas question de s'implanter dans le pays. Bon, alors maintenant, ces pays qui disaient qu'ils ne voulaient pas entendre parler de l'APE, de l'accord de partenariat économique régional, avant 2035, comment vont-ils ouvrir leur économie au Cameroun qui, lui, a signé et ratifié un accord d'étape? Donc ça pose un problème parce que nous nous retrouvons maintenant dans la sous-région avec 3 régimes commerciaux. Oui. C'est très, très compliqué pour le commerce. Parce que nous avons le régime qu'on appelle en fait tout sauf des arbres, qui correspond au régime du Tchad actuel. Nous avons le régime du Cameroun, c'est-à-dire l'accord d'étape. Nous avons le régime SPG pour le Gabon et le Congo. Tout ça dans une même région, c'est vraiment paralysant. D'accord, merci à vous. Avec vous, professeur, j'aimerais bien sûr surfer sur une autre vague. On se souvient, lors des sorties précédentes, les chefs d'État avaient fixé à 2025 le deadline au niveau de la réalisation de tout ce qu'il y avait à faire dans la sous-région, notamment sur le plan des transports. Mais aujourd'hui, avec la sortie qui s'est déroulée en début de semaine, on se rend compte qu'ils ont repoussé à 2035. Est-ce un aveu d'échec ou alors une possibilité pour eux de mieux s'asseoir pour réfléchir sur les stratégies adoptées? Non, il faut dire que, d'abord, historiquement, la CEMAC s'est difficilement construite comme zone d'intégration. Oui. Rappelons quand même techniquement à vos téléspectateurs qu'il s'agit
de l'esprit de ce qu'on a appelé le traité d'Abuja en 1991, qui a voulu qu'effectivement que naissent les communautés économiques régionales. Il y en a à peu près 7, mais 5 sont très dynamiques. 5 ont été créés, la SADC, SADC, East Africa Community, CEDEAO, et puis aujourd'hui, il y a la CEMAC qui se confond elle-même avec la zone CAC. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'un ancien lien, c'est que certains aussi appelaient à tort un ancien comptoir français, parce que l'ancêtre de la CEMAC, rappelons-le quand même, ici, c'est l'Afrique équatoriale française, qui est devenue en 1959, et ça aussi il faut le rappeler, d'abord l'UDE, l'Union douanière équatoriale, et dans cette évolution, l'Union douanière équatoriale en 1964 est devenue l'UDAC. C'est avec les accords d'Injamena, effectivement, qu'on a institué la CEMAC. Quelle était la volonté, en fait, de ces États? Avant, il n'y avait pas le Cameroun. Avec le Cameroun, donc, il y a un champ qui incite à une élasticité technique où certains États, les États membres, au nombre de 6, s'étaient engagés dans certains secteurs à renoncer à une partie de leur souveraineté au profit d'un pouvoir central décisionnel. Oui. Alors le pouvoir central décisionnel ici, je voudrais modestement vous rappeler que à l'IRIC, c'est moi qui suis le chef du département de l'intégration, dont nous travaillons beaucoup pour cette dynamique d'intégration. Et il est donc question aujourd'hui, comme l'a d'ailleurs dit M. Mboga, de voir comment cette dimension sectorielle peut être harmonisée. Lorsqu'on parle, par exemple, de 90 jours de séjour, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était déjà dans les textes. Alors, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes dans une communauté économique, vous partagez certaines décisions ensemble. À l'extérieur, vous pouvez avoir des partenaires communs. Et malheureusement, au sein de la CEMAC, ce n'est pas toujours le cas. Je voudrais donc chuter en vous faisant remarquer que malheureusement encore, ces pays produisent pratiquement la même chose. Le Cameroun produit le pétrole, le Tchad produit le pétrole, le Congo, le Gabon et ailleurs. Donc vous voyez que ce qu'on recherche aujourd'hui, à la base et fondamentalement, on espère que cela sera mis en œuvre et que ce ne sera pas un leurre comme Air CEMAC. C'est la libre circulation des personnes et c'est surtout de cela qu'il était question à l'effet de faire démarrer l'intégration. D'accord. Maître Lavoisier-Tiapi, on a remarqué au cours de la commission qui a été mise sur pied, la commission dont je parlais tout à l'heure, Onan, Ondo, Daniel, dans cette commission-là justement, on se rend compte... L'ancien Premier ministre gabonais. L'ancien Premier ministre gabonais, merci. Professeur, on se rend justement compte dans cette commission-là qu'il n'y a que 4 Camerounais, dont 2 à des postes de responsabilité importants. On va d'ailleurs parler de Cheikh Jones Yembe, qui est l'actuel PCA du port autonome de Douala, qui est le nouveau commissaire de cette commission-là. Pourquoi on se retrouve juste à 4 membres, 4 Camerounais dans une commission pareille? Est-ce à dire que le Cameroun a un tout petit peu perdu de sa belle dans la sous-région? Mais je crois que c'est un problème de diplomatie dont le professeur est mieux placé peut-être pour expliquer les tenants et les aboutissants. C'est un problème de diplomatie. Comment faire pour placer le maximum de Camerounais dans des instances internationales? Oui. C'est des choses qui se négocient au cours des forums comme ceux-là. Et je n'ai pas de détails sur comment est-ce que la diplomatie du Cameroun s'est déployée pour que nous ayons le maximum de Camerounais qui soient impliqués dans des postes de décision. Mais ce que je sais, c'est que le Cameroun est la locomotive économique de l'Afrique centrale, de la sous-région d'ailleurs. Et c'est un peu regrettable que N'Djamena, les chefs d'État ne soient pas allés aussi loin qu'en Afrique de l'Ouest. Oui. Parce que quand vous allez en Afrique de l'Ouest, l'intégration est totale. Vous prenez le train à Dakar, vous allez jusqu'à Bamako. Personne, pas de contrôle, on ne vous demande pas vous êtes qui, vous sortez de quel pays, etc. Mais je pense que les réticences qu'on a connues par le passé pour que nous ayons cette intégration vont subsister. Je ne pense pas que la Guinée équatoriale, le Gabon vont accepter de sitôt que des Camerounais aillent là-bas créer des entreprises, essayer de s'implanter et de faire marcher peut-être leur économie. Mais pourtant, ils ont donné leur accord. Bon, ils ont donné leur accord, mais lorsque... Il y a la mise en œuvre aussi. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas encore de visa, il n'y a pas encore de passeport unique pour la CEMAC. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, vous avez un passeport de l'UEMOA.
Un passeport pour toute l'Afrique de l'Ouest. Un seul passeport. Qu'est-ce qui coince? On a longtemps parlé de ce passeport. Ce MAC, ça remonte à 2011. Nous sommes aujourd'hui en 2017, 6 années plus tard. On n'a pas l'impression qu'il y a eu de réelles avancées dans le domaine. Oui, parce qu'il y a des réticences qui viennent des pays comme... vous vous rendez compte que c'est cette année que la Guinée équatoriale et le Gabon ont accepté le principe de la libre circulation. Mais ça, c'est des principes. Lorsque vous voyez à longueur d'année comment est-ce que les Camerounais sont traités au Gabon, en Guinée équatoriale, vous comprenez que les mentalités méritent d'être travaillées pendant longtemps pour que nous puissions aboutir à une intégration régionale qui est vraiment acceptée par tous. Pour le moment, je n'ai pas l'impression que malgré les textes qui sont sortis de N'Djamena, on accepte déjà une intégration des populations, une libre circulation des marchandises et des biens dans la zone CEMAC. Il y aura toujours des petites entraves. Et puis, il faudrait également que cela soit accompagné par une politique d'infrastructure. Il ne suffit pas de dire aux gens qu'il faut circuler. Il faut qu'ils aient les possibilités de circuler. Bon, je me contente quand même de reconnaître que vous pouvez partir de N'Djamena à Libreville par route. C'est bitumé. On est en train également de relier le Cameroun et le Gabon par route. Il faudra Cameroun, également Congo aussi, faire la route au Congo, Ouesso. Il y a cette route qui est également en train d'être faite. Bon, déjà par qui aussi on peut relier la Guinée équatoriale par route aussi, c'est possible. Et préciser également à ce sujet qu'on a notamment prescrit au ministre des Transports des différents pays de s'engager un peu plus dans ce secteur, déjà la mise en œuvre des infrastructures, et aussi se rassurer finalement que les différentes compagnies de ces pays soient disponibles, soient prêtes à accueillir la libre circulation. Bon, je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'on verra avec le temps, peut-être d'ici l'année prochaine, comment est-ce que la mise en œuvre de ces résolutions va se faire dans la pratique. Et est-ce que aller au Gabon, est-ce que vous serez accueilli comme un ressortissant d'Afrique centrale? On verra bien. Je crois que c'est avec le temps qu'on va apprécier mieux comment est-ce que la mise en œuvre de ces résolutions va se faire. Edmond Kamkia, au cours de cette rencontre, on a eu l'impression que les chefs d'État de la CEMAC ont délibérément évité les sujets qui fâchent. On parlait tout à l'heure des accords de partenariat économique. On peut aussi parler de la difficulté d'intégration dans la sous-région qui a été certes abordée, mais légèrement. On peut parler des questions de sécurité également. Comment faire pour combattre aujourd'hui le terrorisme alors qu'on est en train de parler d'ouverture des frontières? Pourquoi ils sont passés ou alors ils ont contourné ces sujets-là? Ils ne les ont pas contournés. C'est qu'ils avaient un agenda. J'allais dire, il y avait un ordre du jour précis. Le principal point, c'était d'évaluer la libre circulation des biens et des personnes. Mais l'ordre du jour peut être bousculé par des actualités plus récentes. Bien sûr, mais il ne faut pas se focaliser simplement sur ce qui est dit dans l'acte final, dans le communiqué final. Vous savez, quand les chefs d'État se retrouvent, il y a ce qui est dit dans le communiqué final, mais il y a ce qu'ils se disent entre eux, c'est-à-dire à huis clos. Oui. Et tout ce qu'ils se disent à huis clos, ils ne le disent pas publiquement. Donc, on ne peut pas d'emblée dire que tout n'a pas été évoqué. Disons que tout n'a pas été indiqué de manière claire et précise dans le communiqué final. Je pense, pour ma part, selon certaines sources que nous avons, qu'ils ont évoqué tous ces points, mais ne les ont pas soulignés de la même façon dans le communiqué final. Je voudrais, sur ce point précis, dire, en ce qui concerne, par exemple, la libre circulation des biens et des personnes, qu'il faut se féliciter de ce que l'ensemble des 6 pays, n'est-ce pas, de la CEMAC se soit conformé à ce texte de 2013. Parce qu'il fallait déjà qu'on en arrive là, que tout le monde soit d'accord, que tout le monde s'aligne, se conforme. C'est assez rare dans la sous-région. Donc je pense qu'il faut féliciter l'ensemble des chefs d'État, même si c'était en plus du retard. Ça c'est d'un. De deux, il y a un travail de mentalité qu'il va falloir... je ne sais pas comment ça va se passer, mais il est important qu'une commission même soit créée au sein de la CEMAC pour travailler les mentalités au niveau des différents États de la CEMAC, qui est même un responsable, c'est-à-dire que toute une équipe, un président et des membres de la commission pour aller de pays en pays. Non seulement discuter avec les gouvernements, mais également avec les populations. Parce que ce sont les populations qui sont les principaux bénéficiaires de la libre circulation des biens et des personnes, notamment ceux qui veulent investir, les hommes d'affaires, tous les citoyens, parce que ce soit ceux qui sont dans le vivre, que ce soit ceux qui sont les businessmen, de tous les niveaux d'une manière générale. Parce que c'est vrai, on attend de chacun de ceux qui vont se déplacer de posséder le passeport biométrique CEMAC.
Déjà, il faut faciliter l'acquisition de ce passeport biométrique à chaque citoyen de la zone CEMAC. Ça, c'est la première chose. Et quand je parlais tout à l'heure de mentalité, parce qu'on a beaucoup cité 2 pays sur ce plateau, je ne vais pas revenir là-dessus puisqu'on les connaît. Ce sont les populations de ces pays et leurs gouvernants et leurs dirigeants qui doivent être les plus à sensibiliser. Et je pense que c'est même eux qui vont le plus bénéficier. C'est la Guinée équatoriale et le Gabon qui vont le plus bénéficier de cette libre circulation des biens et des personnes. Pourquoi? Parce que désormais, le Cameroun, comme on le disait tout à l'heure, naturellement, il est la locomotive, même si le Cameroun ne veut pas prendre toutes ses responsabilités. Parce qu'il aurait dû prendre toutes ses responsabilités, qu'on n'aurait pas pris tant de retard sur un certain nombre de choses pour l'intégration dans la sous-région. De 2, j'ai dit, c'est le Gabon et la Guinée qui peuvent le plus profiter de cette libre circulation. Je vais être clair et terre à terre. La vie est chère au Gabon. La vie est chère en Guinée équatoriale. Le plat de nourriture que vous mangez ici, à 200, 300 francs, vous ne pouvez pas le manger à moins de 1500 ou 2000 au Gabon et en Guinée équatoriale. J'ai dit le même plat de nourriture, avec ou sans viande. Donc, en ce qui concerne les vivres, quand les populations du Gabon, de la Guinée équatoriale pourront accéder, pourront arriver facilement au Cameroun, pourront rechercher les vivres, pourront s'associer aux Camerounais et d'autres populations de la sous-région comme le Congo, la Centrafrique ou le Tchad, je pense que ce mouvement des populations va favoriser à moyen terme et même à long terme l'intégration. Mais il faut beaucoup travailler au niveau des mentalités et faire comprendre aux populations de l'ensemble de la sous-région que quand le citoyen d'un pays autre que le nôtre arrive chez vous, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt une bonne chose. C'est votre frère qui arrive. Il vient partager des choses avec vous. Il y a quelque chose chez vous qu'il n'y a pas chez eux. Et je vais finir par remettre en scène une théorie de l'avantage comparatif. Il faudrait résolument à la CEMAC qu'on puisse mettre des projets en tenant compte de l'avantage comparatif, qu'on ne puisse pas tout le temps produire les mêmes choses. Ça ne profite pas forcément quand on produit les mêmes choses. Il faut que dans telle zone où on peut le plus produire tel ou tel produit, que ce soit ce pays-là qui soit en tête. Et que le Congo ou le Gabon produisent davantage telle autre chose. Et cela permettrait à la sous-région de se développer convenablement et de manière harmonieuse. Et enfin, tout à l'heure, je suis d'accord avec ce que M. Mboka a dit, à travers les accords qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire on a signé l'APE seulement pour le Cameroun. Pour le Cameroun. Et puis les autres pays, le Tchad a sa part, les autres pays ont le leur, d'autres. En fait, l'ensemble des autres pays voudraient s'entendre avec le Cameroun pour harmoniser cet APE qu'aujourd'hui l'Union européenne ne veut pas. Parce que le danger aujourd'hui, c'est que nous sommes, le Cameroun, devenu un comptoir. Et forcément, avec cette libre circulation, les produits partiront du Cameroun pour arroser les autres zones. Pour arroser les autres zones. Et c'est là où je vous relance, vous, Toussaint Mboka. Comment est-ce que les autres pays doivent se comporter pour empêcher justement que le marché soit envahi des produits qui viennent de l'extérieur? Parce qu'on est déjà en train de le remarquer avec le cas du Cameroun, où on a de la peine aujourd'hui à consommer camerounais, déjà parce que la qualité des produits est remise en question, certes, mais surtout parce qu'on est en compétition avec des produits plus performants et des fois beaucoup plus moins chers. Comment ces autres pays vont faire pour se mettre à l'abri d'une telle réalité? Ça va être très difficile, c'est pour ça que je vous parlais de paralysie. Parce que imaginez aujourd'hui un tailleur camerounais qui importe à travers l'APE, quand il sera vraiment mis en œuvre, une machine à coudre. Il la fait entrer hors douane si elle vient de l'Union européenne. Ça veut dire que ces vêtements seront plus compétitifs que les vêtements du Gabonais qui, lui, paiera la douane. Alors, est-ce que vous pensez que les Gabonais accepteront que ces vêtements entrent faire concurrence aux vêtements produits par des Gabonais dans ces conditions? Ce sera difficile. Mais je vais revenir sur ce que disait M. Kamgia. Il y a un problème de mentalité. Et là, peut-être, il faudra faire appel aux anthropologues, aux sociologues, aux psychologues, parce qu'il y a un ressentiment. Il faut le dire, il faut arrêter la langue de bois. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, le siège de la CEMAC était encore à Bangui. Nous sommes allés à Bangui pour un séminaire d'experts qui était organisé par l'African Capacity Building Foundation, la CBF. Un de nos compatriotes experts, après le séminaire, est allé faire du footing. Malheureusement, il a commis l'erreur de ne pas prendre son passeport avec visa sur lui.
il a été arrêté, alors qu'en principe, on n'a aucun problème avec le Bangui. On aurait pensé que c'est peut-être le Gabon ou la Guinée équatoriale, comme on pensait. Il a été arrêté. Ni d'eût été le carnet d'adresse et l'entre-gens du professeur Magloire Ondoa, qui animait ce séminaire, il ne revenait pas avec nous. On l'a relâché quand nous étions déjà dans l'avion. Donc, ça pose un problème. Hein, parce qu'on dit souvent que c'est Niels Bohr, un physicien danois, qui disait que l'expert, c'est celui qui a commis toutes les erreurs qui sont possibles dans un domaine. Moi-même, personnellement, j'ai été victime de ce ressentiment. Il y a 20 ans, alors que j'étais basé à Lyon, en région Rhône-Alpes, que certainement le professeur Menyanga connaît bien, on s'est dit, avec la nouvelle législation dans le bois, il faudrait qu'on fasse bloc. Parce que même si on a des produits similaires, on peut faire bloc au niveau de l'industrialisation du bois. Et on a organisé un événement pour pouvoir rencontrer les consommateurs, c'est-à-dire que les gens qui achètent et transforment notre bois en Europe. Ça s'est passé, ça s'appelait Eurobois. J'en étais l'organisateur pour l'Afrique centrale. J'ai rencontré tous les pays. C'était simple parce que j'avais déjà rencontré le président Lissouba à l'époque du Congo, de passage à Lyon. C'est d'ailleurs là que j'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur Mbela Mbela, qui est maintenant ministre des Relations extérieures. Oui, parce qu'il était à ce moment-là consul à Marseille. J'ai fait le tour des pays et je peux vous dire que parce que l'initiateur du projet était camerounais, tous les autres pays, in fine, ne sont pas allés à Lyon. Seul le Cameroun s'est déplacé. Alors maintenant, quand le président, c'était avec le père Bongo, quand le président Ali Bongo décide, lui, d'industrialiser et d'arrêter l'exportation des grumes, il le fait tout seul. Donc, je me dis qu'à ce rythme, on ne fera jamais rien d'intéressant. Professeur Messanga Nyamding, j'entends sur ce panel, on est en train de parler d'un problème de mentalité. Et nulle part, on a parlé de mentalité camerounaise. Pourtant, les Camerounais, quand même, sont réputés pour être de grands arnaqueurs, et ça, c'est pour essayer d'équilibrer le plateau. Mais est-ce que c'est pas la réputation du Camerounais qui est aujourd'hui en train de le suivre dans les pays étrangers? Oui, non, je pense qu'il y a des réalités triviales. Mais nous sommes ici dans les dynamiques susceptibles de projeter la sous-région vers le développement. Rappelons quand même qu'avec beaucoup plus de rigueur que lorsqu'on met en place une organisation sous-régionale comme la CEMAC, c'est une organisation internationale. Elle a un objectif, c'est projeter ces pays vers le développement. Nous, en économie politique, nous analysons souvent les situations d'intégration en termes de marché. Oui. Vous allez voir qu'il y a donc des indicateurs sous le contrôle de l'excellent économiste que vous avez invité, d'ailleurs, il est très pertinent. C'est que la CEMAC, on parle de 36 millions de têtes, voire 40 millions. Oui, donc en 36 et 40, effectivement. Imaginez une harmonisation des politiques sectorielles en matière, par exemple, de consommation. Oui. Vous verrez que la sous-région peut sortir du sous-développement. Et au-delà de ce fait, il y a des réalités incitatives. Ici, l'objectif est clair du point de vue technique, il faut l'expliquer simplement à vos téléspectateurs. Il y a d'abord une réelle volonté de tenter d'harmoniser certaines politiques. D'ailleurs, je vais vous dire que concernant la position diplomatique du Cameroun, vous verrez que le président Paul Biya, de tradition, lorsqu'un sommet peut apporter un résultat lisible, il y va. Oui. D'ailleurs, certains abusivement ont dit qu'il est souvent absent. Mais en réalité, quand il se rend compte que ce n'est pas lisible, il n'y va pas. Et vous allez voir que sur la scène internationale, chaque fois que le président Paul Biya sort, il crée un événement parce qu'il y a un objectif. Cette fois-ci, il y est allé parce qu'en fait, il y a ce problème de compétitivité qui s'est posé avec la signature des accords, des accords de partenariat économique. Or, sur ce point techniquement, de quoi s'agit-il au-delà du fait qu'on n'aime pas les Camerounais, on les aime, on n'aime pas les Congolais? C'est qu'il faut harmoniser ces politiques à l'effet d'apporter aussi une autre dimension, peut-être là où je ne suis pas d'accord, modestement avec les économistes et certaines personnes qui disent bien, c'est bloqué. Non, moi je dis que c'est pas bloqué. Pour une seule raison.
Je vais prendre tout simplement l'exemple de M. Barroso en Europe qui a expliqué à un moment donné pourquoi l'Union européenne devait être une zone d'intégration fermée à tout ce qu'on peut appeler la fripouille. Prenez un cas, par exemple. Aujourd'hui, on a des faux médicaments. On a des faux parfums, des fausses huiles. Tout ce qu'on consomme est pratiquement faux. L'avantage comparatif de l'importation des produits de qualité peuvent créer, si il y a une volonté politique au Cameroun, d'avoir une dynamique de mobilisation, parce qu'en matière de compétitivité, nos politiques économiques sont essentiellement extraverties, c'est-à-dire tournées vers l'extérieur. Oui. Or, avec ces politiques, d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir en guise d'exemple Dubaï. Regardez ce qui se passe à Dubaï. Ils fabriquent quoi? C'est une zone franche industrielle qui ne crée pas son nom. Mais malheureusement, en interne, d'abord au Cameroun. Est-ce que les collaborateurs du président l'ont compris? Est-ce que nous sommes suffisamment préparés? Parce qu'en réalité, parlant des accords de partenariat économique, le Cameroun peut devenir ce géant qui, en termes de compétitivité, peut s'imposer dans la sous-région. Et puis je relance, si vous le permettez, Maître Tapi, avec cette question. Comment est-ce que le Cameroun peut, au jour d'aujourd'hui, dans cette affaire de libre circulation, tirer son épingle du jeu, profiter finalement de la libre circulation mieux que les autres nations? Qu'est-ce qu'il va falloir développer exactement dans le pays? Et je vais prendre un exemple très simple. Est-ce que vous savez que la 33 qui est bu au Gabon, sans publicité, vient du Cameroun? Puisqu'ils n'ont pas d'usine là-bas qui fabrique la 33. Ça vient du Cameroun. Ça s'appelle en économie la compétitivité. Vous avez bien raison. Et quand je vois le nombre de camions de vivres qui partent de Fumot et de Bouddha à l'ouest du Cameroun vers la Guinée équatoriale et le Gabon tous les jours, c'est des dizaines de camions qui partent. Le Cameroun apparaît comme la mamelle nourricière de ces pays-là, où l'agriculture est encore embryonnaire. Donc, même si elle n'est pas développée au Cameroun? Non, mais elle est surdéveloppée. Je vous dis, des camions de vivres. Mais c'est la distribution qui est mal faite. Et de Bouddha, régulièrement. Pour la Guinée équatoriale, le Gabon, bientôt même pour le Congo. Vous savez que M. Fokou a ouvert une aciérie au Gabon. Vous savez que Etofis a une académie de football au Gabon. Donc, les exemples peuvent se multiplier à l'infini. À Freeland. Où l'expérience camerounaise s'exporte et se porte bien. Mais si on reste, et fait du bien, avec votre permission, sur le seul plan de l'agriculture, vous avez dit que des camions de nourriture quittaient Douala, quittaient le Cameroun, pour les autres pays. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a des agriculteurs de certains villages qui sont fortement productifs, qui se plaignent de la qualité des routes. Ils ont la possibilité de faire des champs, de récolter, mais ils ne peuvent pas sortir de ces champs pour aller commercialiser leurs produits à l'extérieur. Est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer par développer le secteur infrastructurel au Cameroun? Oui, tout à fait, vous avez raison. Tout à fait. Et je vais vous prendre l'exemple de la plaine, le bassin agricole de l'Ouest, qui est en train d'être bitumé avec, je crois qu'on ne fait pas de publicité. Le ministre des Travaux publics a engagé le bitumage de l'axe Djang, Bouddha, Galim, Fumot, Baganti pour désenclaver entièrement le bassin agricole de l'Ouest. C'est une initiative formidable qui est en train de se réaliser et elle va permettre de booster de manière significative l'économie les cultures agricoles de ces régions-là. Il est vrai qu'on n'a pas encore de grandes surfaces, des grands espaces agricoles, mais je pense que déjà au niveau de l'agriculture, le Cameroun se porte bien et le Cameroun donne l'exemple aux pays voisins. D'accord. On peut multiplier ces exemples-là et je crois qu'avec les accords qui ont été signés en N'Djamena, d'autres entreprises peuvent s'exporter vers le Gabon, vers le Congo et même vers la Guinée équatoriale pour essayer de fabriquer des produits qu'ils ne fabriquent pas là-bas. Et
nous connaissons que les PME et les PMI camerounaises sont assez dynamiques. Elles vont pouvoir le faire. Je ne doute pas un seul instant que le Cameroun va économiquement s'imposer plus que davantage avec les accords qui viennent d'être pris. Une note d'optimisme qui nous vient de l'opposition ce matin. On va donc rester sur cette note-là pour passer au sujet suivant. On vous l'a prévenu en début de l'émission, on devait parler de la rentrée parlementaire du mois de novembre, la dernière, qui pourrait se tenir en début ou alors en milieu de semaine prochaine. Il est question pour nous de nous interroger sur les attentes, mais également les enjeux de cette rentrée-là. Alors, on va un tout petit peu dresser le tableau de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale les mois derniers. On revient notamment sur la dernière session parlementaire de l'année 2017. On vous parlait de ce que la rentrée pourrait se faire dans la semaine prochaine, mais on se souvient qu'en novembre dernier, on avait parlé de la démission des députés tels que Joseph Wigba, par exemple, de la circonscription électorale de Djakiri, ça c'est dans le département du Mbui, et là nous sommes dans la région du Nord-Ouest bien évidemment. Il s'insurgeait alors contre la tournure que prenaient les revendications anglophones, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Avant lui, on avait une rumeur sur la démission du député Joseph Mbandam, qui, dans une vidéo qui avait été publiée sur les réseaux sociaux, quand même laissait entendre qu'il ne mettrait plus les pieds à Yaoundé tant que cette situation de crise profonde n'aurait pas été résolue. Et on se souvient qu'à la suite également, on avait provoqué une série de démissions peut-être fictives, parce qu'on avait parlé de la démission en cascade des députés SDF tels que dans Larry Hills, là nous sommes dans la Menchoum, de Joseph Banandem, là nous sommes bien évidemment dans le Bui, et même de Bernard Forjou du Lébialem. Alors la question, je vous la pose à vous, Maître Lavoisier Tiapi. Aujourd'hui, s'il arrive que la rentrée parlementaire soit convoquée la semaine prochaine, est-ce que les députés SDF y seront? Oui, tout à fait. Le comité exécutif national du SDF vient de siéger et cette question a été débattue. Vous savez, certains députés ont réagi en fonction de la situation qu'ils vivaient pour le moment. Lorsque vous êtes séquestré chez vous par près de 1000 personnes qui vous exigent de faire une déclaration, vous êtes obligé de la faire. Il avait été séquestré, Joseph Mbandam? Oui, quand vous regardez la vidéo dont vous avez fait état, vous voyez le monde qui était chez lui et le langage que ceux-là ont tenu avant sa déclaration. Donc, il a fait une déclaration de circonstances. Et d'ailleurs, il n'a pas dit qu'il démissionnait de l'Assemblée nationale. Il a dit qu'il n'ira pas à l'Assemblée nationale tant que la crise anglophone n'est pas résolue. Elle n'est pas résolue, la crise. C'est le langage de ceux qui sont venus chez lui. Vous voulez entendre. Et le temps que la situation s'apaise, mais je voudrais quand même dire que l'Assemblée n'est pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. L'Assemblée nationale. C'est bien parce que vous dites aux téléspectateurs que c'est ce que les gens voulaient entendre. L'Assemblée nationale est un forum dans lequel le SDF ne peut pas être absent. Mais c'est un mauvais parti. Et d'ailleurs, avec la session qui s'ouvre, vous savez, avec les événements qu'il y a eu dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, il faut mentir. Le SDF a fait ses enquêtes. Nous avons la liste de morts, la liste de blessés, nous avons les noms, nous avons des documents justificatifs. Nous entendons qu'à la prochaine session, que l'Assemblée parlementaire mette sur pied une commission d'enquête pour confirmer ce que nous avons. Et si ce n'est pas le cas? Et à ce moment, on verra, on n'est pas encore là, mais nous allons nous battre pour que ce soit le cas. Vous savez que les députés du SDF ont déclenché beaucoup de choses dans ce pays. À l'exemple de l'affaire Mouchipou, le Mouchipou Gate, c'est le SDF qui l'a déclenché. Les détournements massifs des fonds, c'est le SDF qui l'a déclenché à travers les commissions d'enquête parlementaire. Donc nous allons insister pour qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire parce que nous entendons que ceux qui ont massacré les anglophones le 22 septembre et le 1er octobre 2017 répondent de leurs actes. Si ce n'est pas fait, qu'est-ce que vous allez faire en réponse? Vous savez que cette année, vous savez qu'au cours de cette semaine, il y a eu une manifestation au Burkina Faso où des gens sont descendus dans la rue pour réclamer que ceux qui avaient tué les Burkinabés, il y a eu 33 morts lors de l'insurrection qui a renversé Blaise Compaoré, que cela réponde de leurs actes. Beaucoup sont en prison. Oui. Il est inconcevable qu'au Cameroun, depuis 1992, avec l'état d'urgence à Bamenda et les villes mortes, etc., en 2008 avec les grèves de la faim, etc., que avec le mouvement anglophone, que des Camerounais tombent tous les jours sous les balles pour avoir exprimé une opinion et que rien ne soit fait, que ceux qui tuent ne répondent pas de leurs actes. C'est une situation incroyable. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Vous comptez faire quoi au SDF pour répondre
à cette indolence qui nous vient du gouvernement? Le SDF entend désormais saisir la justice, mettre la justice face à ses responsabilités. Vous ne démissionnez plus. Nous n'entendons pas prendre des armes. Nous avons décidé au SDF de renverser le gouvernement par les urnes. Et nous y parviendrons. D'accord. Mais, pour cette fois, à l'Assemblée nationale, le SDF va se battre pour qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Vous savez, la loi sur le maintien de l'ordre, elle est assez claire. L'usage des armes est interdit. Même le tir à blanc, c'est interdit. Lorsqu'on encadre les manifestations publiques, l'usage des armes est interdit. Donc, il est inconcevable qu'au cours d'une manifestation publique, on se retrouve avec des morts, alors que l'usage des armes est interdit. D'accord. Donc, nous entendons prendre nos responsabilités et défendre tous ceux qui sont tombés le 22 septembre et le 1er octobre dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Si l'Assemblée nationale n'accepte pas la décision du SDF de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire, le SDF prendra ses responsabilités. Nous avons suffisamment d'éléments et nous savons les responsables qui ont donné des ordres pour que l'armée sorte avec les balles réelles, tire sur les populations et les tue, alors que les gens exprimaient simplement une opinion. Professeur, vous semblez bien vous gausser de la position que le SDF a aujourd'hui, mais on n'a pas beaucoup vu les députés qui nous venaient du RDPC prendre position au cours de cette crise anglophone. Est-ce à dire que au sein du RDPC, on ne s'intéresse pas forcément aux problèmes de société aussi graves que ce qui s'est passé et continue même d'ailleurs de se passer dans les régions anglophones du Cameroun? Non, écoutez, madame, je voudrais qu'on parle de cette affaire avec beaucoup d'affection et d'attention parce que ce n'est pas un jeu. Nous savons qu'au départ, ce fut un problème corporatiste qui malheureusement s'est transformé en revendication extrémiste et on a vu nos compatriotes, certains soutenir le séparatisme. Peut-être, il faut le reconnaître parce qu'ils étaient dépassés face à la faiblesse de l'État par moment, ça aussi il faut le dire, parce que de manière opportune, nous n'avons pas pu, quand je dis nous, l'État, je suis solidaire à ce gouvernement, leur apporter des réponses attendues. On a donc vu un débordement où tout le monde était débordé, mais il faut savoir que, au-delà du fait social de la crise anglophone, il y a une conspiration en interne où certains ne pouvant plus s'exprimer par les urnes veulent voir Paul Biya, le président de la République, être bloqué pour l'élection de 2018. Ça fait qu'on est parti d'une crise corporatiste à une crise effectivement politique. Maintenant, vous voyez la petite comédie des récupérateurs du SDF qui ont été chassés par les membres du consortium et qui aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas de vision, n'ont pas de programme, veulent faire croire que, et d'ailleurs leur leader l'a dit, le président de la République doit être traduit à la CPI. Vous voyez donc où ils en viennent. Mais pour chuter et terminer sur ce point bien précis et répondre à votre question, le RDPC, mon parti, comme tous les autres partis politiques, sont très préoccupés par l'affaire anglophone. Je vous assure, au-delà du RDPC, je ne connais pas un seul parti politique au Cameroun, y compris le SDF des démagogues, capable de dire que... Ne dites pas que le SDF c'est permettez-moi aussi. Non. Je vous dis, je me justifie. Ne faites pas injure. Permettez-moi de vous dire. Quand je parle du RDPC, c'est pas en des termes injurieux. Permettez-moi de vous dire pourquoi vous êtes démagogue. Respectez la principale formation de l'opposition. Permettez-moi, écoutez, la brillante dame et les hommes des médias, vous avez des meilleurs yeux que moi. Avons entendu madame dire qu'il ne viendrait plus. Moi, je vous dis que madame sera à l'Assemblée. Il est dans une soupe qui ne peut pas lâcher de sitôt. Tellement elle est chaude et salée. Donc je voudrais que vous arrêtez cette petite comédie où vous avez tendance souvent à faire croire que vous allez partir. Ils ne partiront jamais. Ça veut dire que... Mais on a été élus. Si je peux chuter... Et on a des comptes à rendre à la population. Pourquoi partir? Cher ami, si je peux chuter et terminer, nous n'allons pas confisquer le débat ici et en faire un problème RDPC et SDF. Je voudrais tout simplement dire que les Camerounais savent que votre parti est né dans le sang. Rappelez-vous, quand vous êtes né dans les années 90, vous avez tué. Rappelez-vous lorsqu'il y a eu des mouvements. Alors, si vous me coupez tout le temps, c'est comme ça que vous allez faire quand vous allez arriver au pouvoir. Ne dites pas des choses qui choquent
l'opinion. Ça doit vous choquer. Ça doit vous piquer. Ça doit bien vous piquer. Parce que si Camerounais ont été piétinés par l'avez dit, vous avez brûlé. C'était les balles du RGF. Permettez-moi de chuter en rafraîchissant. Permettez-moi. Le professeur n'a rien à voir avec ça. Le professeur, c'est un éclaireur de conscience. Je suis un éclaireur. Oui, mais ne venez pas mentir. Parce que je suis un éclaireur de conscience, que je vais rappeler aux Camerounais que vous, au SIF, avez brûlé Aladji Tita Famokon. Quand vous parlez de crimes, où est Djiboué, l'affaire Djiboué? Je vous donne mon temps de parole. Ne nous éloignons pas du sujet. Non, parce que je vais démontrer que ce sont des... S'il faut parler de criminels, c'est pas nous. Est-ce que vous connaissez l'affaire C'est bien vous. Je connais bien l'affaire Djiboulé. La question qu'est-ce qui s'est passé? Qui doit aller en prison dans l'affaire Djiboulé? Messieurs, calmez-vous s'il vous plaît. Non, dites-moi l'affaire Djiboulé. C'est les services secrets. N'embrouillez pas les téléspectateurs. N'a pas de services secrets. Qui doit aller en prison dans l'affaire Djiboulé? Je vous donne mon temps de parole. Les téléspectateurs. Si vous êtes devenu magistrat, décidez. Non, selon vous, vous le connaissez à la justice. Et on incrimine qui? On incrimine qui? Paul Biya? On incrimine qui? Professeur, la question était de savoir. La question que je vous posais était celle de savoir pourquoi le RDPC. On n'a pas eu l'impression finalement que ce parti a pris de grandes actions pour calmer et même résorber la crise anglophone. Le SDF et les autres partis ont tenté des actions qui ont été reculées. Je peux vous dire que le RDPC institutionnel, des militants, on l'a vu le 1er octobre, il s'est mobilisé à le faire de dire non. Mais à côté, nous savons que il y a des individualités, comme partout au Cameroun, où les gens sont dépassés. On voit bien que certains sont dépassés dans mon parti. Je ne fais pas de la démagogie comme lui, à l'effet de régler ces problèmes, parce que certains n'ont pas dit la vérité au président de la République. Certains ont dit dans mon parti qu'il n'y avait pas de problème. D'autres ont dit qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Mais le président, d'autres ont dit qu'il fallait mettre... Le président est bien camerounais, non? La majorité, conduite par la vision, la haute vision du président Paul Biya, a eu à poser des actes clairs. Et je continue à vous dire que le RDPC soutient le gouvernement et continue à accompagner le président de la République dans sa mise en œuvre de la politique de dialogue. Et je suis convaincu d'ailleurs que ce dialogue aboutira. On a très bien compris ce que vous aviez à dire sur la question. Je vais vous lancer, vous, Toussaint Boka. On rappelle que vous êtes plus économiste que politique et que les questions politiques, vraiment, c'est pas votre dada. Mais vous avez quand même, vous, une lecture aujourd'hui de ce que, à l'Assemblée nationale, les députés peuvent faire pour aller déjà au niveau même du contrôle de l'action gouvernementale, pour pouvoir apporter leur point de vue, pour pouvoir empêcher qu'on ne s'égare. Quelle est selon vous la lecture, je vous la pose, qu'on peut faire de l'action de nos députés aujourd'hui au Parlement? Est-ce qu'ils font réellement leur travail? Moi, je pense effectivement que les députés, disons que le Parlement doit jouer un rôle de contre-pouvoir, c'est-à-dire ni une opposition, ni une majorité. Un contre-pouvoir qui essaye d'éclairer le gouvernement, qui n'a pas forcément la science infuse. Donc, effectivement, nos députés et nos parlementaires gagneraient à pouvoir accompagner le gouvernement, mais pas forcément à se coucher devant le gouvernement. Vu de loin, c'est comme ça que je perçois les choses. Alors, on va vous donner quelques chiffres. Au Parlement, déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, on a 148 députés qui nous viennent du RDPC et à peine 25 pour les membres, pour les partis de l'opposition. Vous pensez qu'avec un Parlement qu'on qualifie de monocolore, aujourd'hui, des choses peuvent être différentes? On peut vraiment contrôler l'action gouvernementale? On peut jouer le rôle de contre-pouvoir? Oui, parce que en fait, moi, je pars du principe qu'une fois qu'on est député, on devient député pour défendre le peuple. Député de la nation. On est député de la nation. C'est vrai. C'est-à-dire, je vois les choses comment. Pour moi, le Cameroun, c'est un chevalier qui a une épée. L'épée, c'est le gouvernement, et qui a un bouclier. Pour moi, le bouclier, c'est le parlementaire. Donc, le parlementaire défend le chevalier. Si le chevalier n'a que l'épée, c'est-à-dire le gouvernement, il ne se protège pas des flèches. Donc, le Parlement doit jouer ce rôle de bouclier en se disant qu'il est bouclier pour défendre, pas un groupe, mais pour défendre le Cameroun.
et pouvoir le faire dans l'intérêt général. Je vous la repose à vous, Edmond, la question. Oui. C'est vrai que notre économiste a donné sa lecture de la chose. Vous pensez aujourd'hui que le Parlement camerounais, les députés et autres jouent réellement le rôle qui est le leur? Est-ce qu'ils ont même d'ailleurs les mains libres pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir frapper du poing sur la table? C'est une question fondamentale qui montre très bien quel est le rapport de force au Parlement. Quand on a un Parlement obèse, RDPC, que ce soit à l'Assemblée nationale comme au Sénat, le RDPC est largement dominant. Et ça, il faut le dire. Chaque fois que les partis de l'opposition ont fait des propositions de loi ou des amendements, ça n'a jamais prospéré. C'est toujours le projet de loi gouvernemental qui passe presque sans amendement. Parce qu'on rejette systématiquement les amendements, l'opposition, les propositions de loi de l'opposition. Mais cela dit, cela n'enlève pas aux députés, qu'ils soient du RDPC ou des partis de l'opposition, le droit d'exercer leurs fonctions. Parce que leur principale fonction, au-delà de voter des lois, il s'agit de contrôler l'action du gouvernement. Et dans le contrôle de l'action du gouvernement, par écrit comme de manière orale, ils ont la possibilité d'interpeller les membres du gouvernement. On le voit très souvent. Parfois, c'est médiatisé, on le voit dans les chaînes de télévision ou à la radio, comment c'est assez houleux. Même si, au-delà de tout cela, on se rend compte qu'au finish, on ne ressent pas ça dans le document final qui en sort. Mais c'est important qu'il y ait cet exercice. Pour ma part, je pense qu'il y a un autre rôle important au niveau des commissions d'enquête parlementaire. Moi, je pense que je mettrais l'accent davantage sur les commissions d'enquête parlementaire qui peuvent permettre aux députés de toutes les formations politiques, malheureusement, ils seront, pour ceux du pouvoir, enfermés dans la discipline du parti. Cela les enlèvera la possibilité de se joindre facilement aux députés de l'opposition pour renforcer une commission d'enquête, par exemple, comme sur la crise anglophone. Parce que voilà une question d'actualité. Et je pense que avec cette session qui va s'ouvrir, c'est une opportunité non seulement pour les députés, mais également pour le chef de l'État, qui ne s'est pas encore adressé à la nation. Peut-être que ce serait une opportunité pour lui de s'adresser à la nation à travers le Parlement. Ou alors on pourrait convoquer de manière extraordinaire l'ensemble des deux chambres du Parlement pour que le chef de l'État s'adresse à la nation sur cette question pertinente de la crise anglophone. Parce qu'elle est devenue plus grave qu'il y a un an. Parce que l'année dernière, on a quand même vu que les enfants pouvaient aller à l'école. On a même eu un résultat, j'allais dire, presque catastrophique, mais il n'y a eu qu'un résultat quand même scolaire. Mais cette fois-ci, je ne suis pas sûr qu'on aura même un résultat scolaire. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, parce qu'il n'y a pas classe du tout. C'est les écoles qui sont brûlées, c'est les internats qui sont brûlés. Il n'y a pas classe du tout. On voit des enfants qui envahissent, n'est-ce pas, les collèges, les établissements des régions anglophones. On voit des enfants qui vont du côté du Nigeria. La crise est grave, la crise anglophone est grave. Moi, je pense, parmi mes attentes, je pense qu'il faut que les députés mettent sur la table la crise anglophone. Ce d'autant que dans l'intercession, que ce soit sur l'opposition comme du RDPC, ils ont eu à se prononcer sur cette question. Ils ont eu à se réunir. Je les ai même vus, symboliquement, assis, faire un discours au niveau du monument à la réunification pour appeler à l'unité, à la préservation n'est-ce pas, à la préservation de l'intégrité nationale et consorts. Je pense que ça devrait faire partie d'un des sujets majeurs, même si la session est celle qu'on appelle la session budgétaire. Oui. Et ça me permet de faire la transition pour dire que notre attente pour sortir, oui, que en ce qui concerne le budget, je souhaite que pour une fois, parce que dans la dernière circulaire du chef de l'État, on n'évoquait pas du tout les élections. Il faudrait donc que dans l'examen de ce budget, qu'on sache quelle est la part consacrée aux élections qui vont se dérouler en 2018. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a au moins 5 élections. Si on ajoute les élections régionales aux élections présidentielles, municipales, législatives et sénatoriales, ça nous fait 5 élections. Et il y a un point important que je tiens à souligner ici. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des inscriptions, comme chaque année, du 1er janvier au 31 août. Mais il est possible qu'il n'y ait pas d'inscription l'année prochaine si le chef de l'État décide de convoquer le corps électoral pour les régionales en janvier. Il y aura pas, on ne pourra pas s'inscrire. C'est pour vous dire qu'il faut faire très attention. On s'achemine dans une année électorale. Il est important qu'on sache quelle est la part de budget consacrée à ces élections-là. Parce qu'il faut que se tiennent ces élections. Alors, Maître Lavoisier-Tiapi, au cours de cette rentrée parlementaire du mois de novembre, est-ce qu'on pourrait aboutir
finalement sur la discussion sur des questions liées à la forme de l'État. Ce serait possible? Oui, cela est très attendu, surtout que la crise anglophone, elle est encore d'actualité. Et elle a mis en exergue les divergences de vues des Camerounais sur la forme de l'État. Et ces divergences de vues sont apparues parce que le gouvernement, depuis 1996, a prévu la décentralisation. En 2006, les lois sur la décentralisation ont été votées, et puis plus rien, jusqu'à ce jour. Et je dois d'ailleurs dire que la décentralisation qui est attendue, les régions qui sont attendues, ce sera un autre échec. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la loi sur les régions place le président du conseil régional sous un gouverneur nommé par l'administration centrale. Les gouverneurs ne disparaîtront pas. Les préfets, sous-préfets ne disparaîtront pas. Qu'est-ce qu'un sous-préfet peut faire qu'un maire ne peut pas faire? C'est terrible. Le SIF, sous une administration SIF, il n'y aurait pas de préfet, il n'y aurait pas de sous-préfet. Parce que c'est des choses... C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Donc, les régions qui sont attendues là, pour moi, n'apporteraient pas la solution à la décentralisation qui est attendue. Parce que on aura toujours l'administration qui va s'ingérer dans la gestion des régions et qui va faire en sorte que les élus régionaux n'auront pas les marges de manœuvre qui sont attendues. Je vois déjà ça avec les pouvoirs qui sont délégués dans les communes. Je suis dans les communes depuis 1996. Et je vois que les pouvoirs que... Enfin, il est perdu. Lorsque les ministères délèguent des responsabilités dans les communes, cela ne se passe pas comme attendu. Est-ce que vous savez que pour construire une salle de classe, lorsque le ministère des enseignements secondaires demande à ce qu'une mairie construise une salle de classe, il faut encore l'intervention du délégué départemental des enseignements secondaires. Qu'est-ce qu'il vient chercher là, alors qu'il y a une commission de marché à la commune? Donc, vous voyez que même cette décentralisation qui est attendue, pour moi, n'apportera rien. Il faut refondre toutes ces institutions-là. Et c'est pour ça que le SIF pense que la meilleure forme de dévolution du pouvoir à la population, c'est le fédéralisme. Rien n'explique qu'aujourd'hui, vous sortez de Bertois, vous ne pouvez pas arriver à Batouri. 50 km. On n'a jamais bitumé 50 ans après les indépendances. Ça ne s'explique pas. Or, s'il y avait une décentralisation vraie, l'Est qui produit du bois depuis les années 50, l'Est qui a les minéraux, mais qui n'en profite pas des retombées. Qui n'en profite pas. Regardez l'état des réseaux routiers à l'Est. Et nous pensons que s'il y avait un fédéralisme, si l'Est pouvait gérer une partie des ressources qui sortent de cette région, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a le fédéralisme. Mais je dis que la décentralisation, façon Paul Biya, n'apporte pas la solution. Professeur, votre mot sur la question. Je vous dis, il est tellement perdu, ce monsieur, que je crois que les téléspectateurs doivent s'ennuyer en l'écoutant. Vous lui avez posé une question sur la session parlementaire et les faisabilités appréciables à cet effet. Moi, je suis d'accord. Il faut effectivement que, et j'en suis convaincu, connaissant le très honorable Kavaïegé Gibril, cette affaire de anglophone ne peut pas échapper au Parlement. Mais quant à la perception de l'État et la récupération que le représentant du FDF démontre sa faiblesse à comprendre le fonctionnement de l'État, il faut quand même vous rappeler que nous avons deux types de collectivités territoriales décentralisées. Nous avons les communes et nous avons les régions. Je peux être d'accord avec vous qu'on soit aujourd'hui inquiet à voir que les régions ne fonctionnent pas. Personne ne peut accepter ça. Du moins, moi qui suis biaïste, je sais que ça peut bien gêner plus d'un. Mais il faut dire à côté que il y a quand même les communes qui mènent ce qu'on appelle techniquement en sciences administratives la gouvernance locale. Alors quand vous sur un plateau en mondiovision, quand je dis que vous n'êtes même pas prêt pour gouverner, vous dites quelle est la différence entre un sous-préfet et un maire, ou qu'est-ce qu'un sous-préfet peut faire qu'un maire ne peut pas faire. Mais le maire, c'est le représentant de la collectivité territoriale. Il mène des politiques locales de développement et il prend un certain nombre d'initiatives que vous, au SDA, vous ne comprenez même pas.
Alors qu'à côté, il y a le sous-préfet. Permettez-moi, il va encore me couper, j'en étais sûr. Vous ne comprenez rien. Laissez-moi vous expliquer. Prenez la leçon. Oh, monsieur. Vous n'avez jamais été élu conseiller municipal. Mais moi, j'ai été élu maire. Oui, mais alors, si c'est ce type de personne qu'on vient élire conseiller municipal, qui vient dire sur un plateau. Je vous répète ce que vous venez de dire. Non, je répète ce qu'un sous-préfet peut faire, qu'un maire ne peut pas faire. Quand vous criez, on ne vous écoute absolument pas. Mais donnez-moi, le représentant du sous-préfet peut faire ceci que le maire ne peut pas faire. Mais je vous dis que c'est une question de loi. C'est une question de loi. On peut faire une loi qui supprime les sous-préfets et qui donne les fonctions au maire. Cher monsieur, nous je vous le dis, ne perdez pas votre sang-froid. Poursuivez, professeur. Ne perdez pas mon sang-froid. Je vais vous dire ce qu'un sous-préfet peut faire, un maire peut faire et qu'un sous-préfet ne peut pas faire. Un maire, c'est le représentant des collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'il mène ce qu'on appelle les politiques locales de décentralisation. Le sous-préfet, c'est le représentant de l'État. Allez au moins voir ce qui se passe ailleurs. Vous avez des pays d'ailleurs où, lorsqu'on parle de décentralisation, il y a les départements, il y a les régions et il y a encore les communes. Ça veut dire que quelque part, le représentant de l'État, prenez le cas de l'Angleterre. Écoutez, même aux États-Unis, le représentant de l'État est toujours là pour accompagner effectivement celui des collectivités territoriales. Vous qui voulez d'ailleurs la décentralisation, et je vais chuter là-dessus, qui voulez le fédéralisme. Moi, contrairement à ce que vous venez de dire, je ne vois pas la différence entre un bon fédéralisme, une bonne décentralisation et un bon fédéralisme. La crise, si, c'est là où je peux vous donner raison. Parce que nous, au RDPC, surtout nous qui sommes les rénovateurs, nous ne sommes pas extrémistes. Cette crise est due au fait qu'on n'ait pas mis en place cette décentralisation. La vraie. Et d'autre part, pour terminer, avec la crise anglophone, ce qu'il faut faire, on parle de la crise anglophone. Les anglophones ont eu le courage de dire que ça ne va pas. Mais je voudrais quand même vous dire que la crise anglophone est la conséquence d'une piètre gouvernance, d'une trahison menée par certaines personnes à qui Paul Biya a eu affaire à confier certaines responsabilités. Les jeunes n'ont pas de travail, les gens n'ont pas de route, et puis il faut à un moment donné mener une projection. Et peut-être je chute en vous rappelant que le Parlement peut par exemple demander qu'on mette des réflexions à l'effet d'inciter chaque ministère à créer de l'emploi. Et prends un seul exemple. Merci pour ça. On va passer au cas, madame, je vous en prie, du ministère des Mines. Regardez un pays comme le Zaïre. C'est la GECAMINE qui a construit toute la Belgique et tout le Zaïre. Comment on peut comprendre que le chef de l'État donne la chance aux gens de montrer ce qu'ils savent faire? Ils passent leur temps à chercher la tête de Messanga Nyamni et les autres, au lieu de créer par exemple une société de diamants, une société de mines, qui peut rapporter beaucoup de choses. Or, dans cette espèce, si on a la crise de l'emploi, si on crée une société de mines, vous savez combien de Camerounais on va employer? Moi, je crois qu'il y a un problème, une crise de vision. Et la crise anglophone est aussi là pour nous dire qu'il est temps, il est vraiment temps qu'on change effectivement les acteurs politiques qui entourent le président, à la fois au sein du gouvernement, on passe au dernier j'irai même plus loin, même sur le plan politique. Et qu'on amène le fédéralisme. C'est la solution. Moi, je vous dis directement, appelez ça fédéralisme. Oui. Appelez ça décentralisation. Que les gens de l'Est, mais c'est l'autonomie de gestion. Une partie de leurs ressources. C'est l'autonomie de gestion qui peut avancer. C'est l'autonomie de gestion qui peut nous apporter, j'en suis convaincu, les réponses de sortie de crise. On passe au sujet suivant. On vous parlait en début d'émission également du Libéria et du Kenya, où les actions de la commission électorale, des différentes commissions électorales de ces deux pays, ont pu quand même marquer les observateurs politiques lors de leurs récentes élections présidentielles. Et on essaie un tout petit peu de faire la comparaison avec Elekam. Déjà pour vous dire qu'au Libéria, le second tour de l'élection présidentielle de ce pays qui était prévu mardi pourrait ne pas avoir lieu, car la commission électorale a annoncé, et ça c'était depuis mercredi dernier, qu'elle suspendait toute activité liée à ce second tour, et pour cause des irrégularités qui auraient été constatées au premier tour. On laisse le Libéria pour aller au Kenya, et cette fois au Kenya, on avait déjà assisté à ce que la commission électorale annule les élections toujours pour cause d'irrégularités. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir si une telle réalité, là je suis avec vous Edmond Kamkia, pourrait un jour se produire au Cameroun. Je commence par le Kenya pour exprimer mon inquiétude face au lendemain très incertain. Parce que aujourd'hui, la commission électorale a proclamé vainqueur, a annoncé la victoire, n'est-ce pas, du président Uhuru Kenyatta. Et lorsqu'on voit les chiffres, n'est-ce pas,
sorti des urnes, je me rends compte qu'on n'a pas annulé la candidature. Les suffrages de Raila Odinga sont restés dans les urnes parce qu'on annonce qu'il est vainqueur face à Raila Odinga, qui a boycotté le scrutin, qui a appelé au boycott. Mais qui a quand même été voté par certains partisans à qui il avait demandé de ne pas aller le faire. Apparemment, il aurait été voté. Je préfère dire ainsi, en attendant que la Cour suprême puisse trancher. Parce que la Cour suprême au Kenya ne s'est pas encore prononcée. Mais j'observe que le boycott a été actif et ça se lit au niveau de la participation. 39% seulement. Cela signifie que 61% de la population a boycotté. Ça, c'est pour ceux qui étaient inscrits mais qui n'ont pas voté. 61%. Cela signifie en clair quoi? Que Raila Odinga, chef de file de l'opposition, est très écouté dans son pays. Aujourd'hui, il y a un calme apparent, parce qu'il n'y a pas eu de manifestations ces jours-ci, mais il a réuni la presse récemment, Raila Odinga, pour annoncer une campagne de désobéissance civile dans les jours, les semaines à venir. Il compte le faire sur le plan économique, sur le plan politique. Il n'a pas donné plus de détails que ça, mais c'est une campagne globalement de désobéissance civile. Et cela inquiète, n'est-ce pas, la communauté internationale, même ainsi que les observateurs nationaux et internationaux qui ont observé ces élections-là. Je dis que je suis inquiet parce que on a vu dans le passé comme actuellement un cycle de violence effroyable au Kenya. Et il n'est pas exclu que ces violences continuent pendant la campagne de désobéissance civile. S'il faut laisser ces violences-là et se concentrer uniquement sur l'action de la commission électorale, quelle est la remarque qu'on peut faire? La remarque que je peux faire, et qui est en réalité, qui a débuté au début même du premier tour de cette élection. Quand je dis premier tour, en réalité, il n'y a jamais eu de second tour. Il y a eu des élections, une première fois, et il y a eu, n'est-ce pas, la Cour suprême s'est prononcée à estimer qu'il fallait refaire cette élection-là. Il y a eu donc cette élection bis, c'est comme ça qu'il faut le dire, cette élection bis. Oui. Cette élection bis, et malheureusement, il y a eu des comtés 4 dans lesquels il n'y a pas eu d'élection. Donc, sur le comportement de la commission électorale, j'estime qu'il y a un gros problème. Ils ne peuvent pas, d'une part, dire que, bon, dans certaines localités, dans certains comtés, il n'y a pas eu d'élection, on va reporter le vote. Après, ils disent que même ces votes-là, on ne va plus les faire parce que même si les gens votaient pour l'opposition, cela n'allait pas renverser, n'est-ce pas? Cela n'allait pas permettre, ça n'allait pas influencer. Du président ça élu. Pose un problème fondamental, la légitimité du président Uhuru Kenyatta. Et je disais que la commission électorale, dans son fonctionnement, est plombée parce qu'elle n'a pas tenu compte des remarques qui ont été faites par la Cour suprême. Parce qu'il y avait des remarques qui avaient été faites au niveau de la transmission des résultats. Il y a des remarques qui ont été faites même par l'opposition, la société civile. Parce que la commission même n'a pas tenu compte de la démission d'un de ses candidats, d'un de ses membres. Parce qu'un des membres a estimé qu'on ne pouvait pas refaire les élections sans amender, sans voir comment on peut améliorer le fonctionnement de la commission électorale pour que les autres soient plus crédibles. Donc la commission électorale a mal travaillé au Kenya, il faut le dire. On va permettre aux autres de placer un mot sur le sujet parce qu'on est en train de s'acheminer vers la fin de l'émission. Je suis avec vous, Maître Lavoisier Tiapi. On est aujourd'hui en train de voir des commissions électorales dans des pays tels que le Kenya et le Libéria qui sont fortes. Et quand on arrive au niveau de l'Afrique centrale, c'est totalement le contraire déjà avec Elekam qui est critiqué de tous d'être plus pour la botte du gouvernement. Vous pensez qu'un jour on pourrait aboutir à une commission électorale camerounaise plus indépendante et plus forte? Oui, je crois pas sous à quelles conditions? Pas sous le règne de M. Paul Biya, je crois bien. Et vous prenez là deux pays anglophones. Oui. Le Libéria et le Kenya, c'est deux pays anglophones. Qui sont très avancés sur le plan de la démocratie. Vous savez que les démocraties dans les pays anglophones, ça n'a rien à voir dans les pays francophones. Dans les pays francophones, c'est le saupoudrage, c'est des dictatures militaro-policières, c'est pas des démocraties. On le voit bien au Zimbabwe. Et ensuite, Elekam au Cameroun n'a aucun pouvoir de proclamer le résultat d'une élection. C'est la Cour suprême. Et on sait comment ça se passe au niveau de la Cour suprême. Moi, je ne sais pas. Elekam n'a pas un système de biométrie totale qui permette que, au même moment où on vote, immédiatement, 2 heures après le vote qui est des élections, qui est le résultat des élections. Je vous rappelle que au Nigeria voisin, 60 millions d'électeurs, 60 millions. Le lendemain, on a le résultat des élections. Parce qu'ils ont une biométrie qui permet cela. Au Cameroun, 6 millions d'électeurs.
3 semaines après l'élection, on n'a toujours pas de résultats. Merci, maître. Donc, permettez... Je suis pour dire que Elecam au Cameroun, qui est composé à 100% des militants du RDPC, qui est un bras séculier du parti du pouvoir, n'a aucune autonomie pour organiser une élection libre et transparente. Aujourd'hui, professeur, on est en train carrément de montrer une commission électorale camerounaise qui n'est pas libre, qui a des mains et des pieds liés. Ça, c'est selon l'opposition. Mais vous, quelle est la lecture que vous faites? Déjà, peut-être en tant que membre du RDPC, oui. Mais j'aimerais avoir votre lecture, vous, en tant qu'homme scientifique. Oui. Non, moi, je crois que... D'abord, je voudrais dire à M. Tiapi, avant de répondre à votre question, que lorsqu'il y a un match entre deux équipes, l'équipe qui ne croit pas en la bite ne va pas aux élections. Oui. Mais vous allez toujours. Vous avez des maires, vous avez des députés, vous avez des sénateurs. Parlons des Elecam. Non, c'est important de lui donner d'abord une belle réplique à ce monsieur. Et revenons donc sur votre question. Moi, je crois que la question de légitimité de l'État en tant que forme de pouvoir est fondamentalement liée, 1, à la crédibilité des gens qui vous gouvernent, 2, à la crédibilité des institutions, 3, à la crédibilité des acteurs qui animent la gouvernance. Malheureusement, lorsque vous voyez la plupart des pays africains, du moins ceux en conflit, je vais pas être professeur, vous vous éloignez. On parle du Cameroun. Non, je reviens au Cameroun. Oui. Parce que vous voyez, moi, je vous dis que les pays en conflit, puisque vous avez commencé par dire, est-ce que ça peut arriver au Cameroun? Ouais. Moi, je suis témoin. Tellement vous êtes cohérente. Réponse directe. Bon, alors donc, ça peut arriver ou pas? Je pense que effectivement, ça ne peut pas arriver au Cameroun parce que lorsque vous voyez la Côte d'Ivoire, vous voyez aujourd'hui ce qui s'est passé au Kenya. Il y a d'abord la maturité du peuple camerounais et il y a la responsabilité aussi et la magnanimité du président Paul Biya qui, en son temps, a su intégrer. Non, il a su intégrer les opposants avec lui. Vous allez voir que le problème de l'Afrique, c'est que vous gagnez une élection, vous n'appelez pas les autres. Alors, qu'est-ce qui fait la force du président Paul Biya? Qu'est-ce qui obligeait le président Paul Biya? Pour chuter, effectivement, je vous demande que ça ne peut pas arriver au Cameroun. Qu'est-ce qui incitait ou obligeait le président Paul Biya à faire appel à un bel Bouba et Magari ou à je ne sais pas quel autre opposant, je vais citer ou encore Moustapha Amadou. Donc je pense que la crédibilité des hommes qui animent l'État et la dynamique des institutions effectivement fait qu'aujourd'hui, ça ne peut pas arriver au Cameroun parce que, ce n'est pas Elecam qui proclame les résultats, c'est la Cour suprême. Aujourd'hui, Toussaint Boka, est-ce que le citoyen lambda camerounais qui est en train de suivre ce que le professeur Messanga Nyamding dit aura la volonté d'aller aux urnes en sachant que son vote sera, 1, sécurisé, 2, et que ce sera un vote qui comptera? Vous pensez, là on n'est pas en train de parler à l'économiste, on parle aux citoyens camerounais qui sera appelé à voter d'ici peu. Oui, mais je crois que ce qui se passe un peu partout en Afrique montre que désormais, il faudra réellement compter avec le peuple. Et qu'un peuple déterminé n'a pas de barrière. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Et ce qu'il dit, pour madame, permettez-moi de vous dire aussi en une seconde que l'échec des problèmes politiques au Cameroun, ce sont les opposants. Les opposants occupent tous les postes. Écoutez, madame est quand même... Quels opposants? Mais sauf que, oui, je vous demande en ajoutant, prenons une ville comme Douala. Savez-vous qu'à Douala, là je suis le politologue qui parle, en termes d'un homme, une voix, les opposants sont majoritaires. Vous le savez? Donc je voudrais ici vous dire que malheureusement, le dysfonctionnement et la décadence de l'opposition au Cameroun... Non, du système électoral. Du système électoral. Rien ne justifie. Ce n'est pas le système. Les sous-préfets fabriquent les procès-verbaux. Je vais vous aider. Messieurs, on a terminé. Système électoral. Parce que je sais que vous n'allez Messieurs, on a terminé. On a terminé. Vous vous mettez ensemble. Vous prenez un seul candidat en 2018. Quelle que soit l'élection. Merci professeur. Merci maître Lavoisier Tiapi. On a terminé cette autre production de droit de réponse. On va vous dire merci à la maison, à vous d'être restés du début jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, la même heure. Et bien sûr, toujours sur Equinox Télévision.